Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. La crise s'enlise à l'équipe, le foot secoué par la stratégie de Canal+, le coup de gueule d'Elise Moon et une première historique dans l'amour et dans le prix. Mais avant les audiences télé, je voudrais dire un mot des audiences radio. Aujourd'hui vient de sortir la vague novembre-décembre de Médiamétrie. Europe 1 gagne 72 000 auditeurs par rapport à la vague précédente dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire et à la baisse des mobilités, c'est-à-dire les gens qui écoutent la radio en voiture. Sur un an, le Média Radio a perdu 2 millions d'auditeurs dans son ensemble. Record à signaler, celui de l'émission On de la raconte, record historique en part d'audience, 6%, bravo à lui. Quant à Culture Média, vous êtes près de 800 000 à nous écouter chaque jour et nous vous disons à tous et toutes merci. Donc, les audiences télé Charles, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? C'est France 2 qui a pris la première place avec sa fiction inédite Disparition inquiétante avec Alix Poisson. Encore une fois, on leur a porté chance au compteur. 4 200 000 téléspectateurs, soit 18% du public. TF1 est deuxième avec la suite de Doc. En deuxième semaine, la série italienne faiblit à 3 800 000 téléspectateurs pour 17,4% de part d'audience. Elle reste cependant largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. Et c'est M6 qui prend la troisième position avec 2 500 000 personnes pour un nouveau numéro de Maison à vendre. C'est 11% du public et 20% des FRDA. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'équipe qui entame son 7e jour de grève. Le quotidien n'est pas paru depuis samedi. Hier, une soixantaine de salariés s'est rassemblée devant les locaux du groupe. Pour eux, la grève est la seule option, comme l'ont expliqué le journaliste Damien Degore et le photographe Jérôme Prévost à Louise Bernard. C'est pas des caprices d'enfants gâtés, on le fait pour protéger notre journal, pour protéger notre outil de travail, parce que ce qu'ils nous proposent, c'est juste une dégradation de nos conditions de travail. C'est faire plus avec beaucoup moins d'effectifs. C'est pas épanouissant cette situation. Ça devrait être naturel de protéger le journal de l'équipe, qui est un bien collectif. En fait, on se rend compte à quel point ce mouvement provoque un élan de sympathie autour de nous, parce que les gens aiment l'équipe et surtout on voit que les salariés aiment l'équipe, quoi. On est à un niveau d'exaspération, c'est pour ça que c'est autant suivi. C'est-à-dire que c'est un ras-le-bol. On est tous malheureux d'être en grève, on est tous malheureux de ne pas pouvoir travailler. Ça nous fait mal au cœur, peut-être encore plus que le journal ne sorte pas, mais on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. La discussion avec la direction, il n'y en a pas. Ils ne veulent pas discuter, quoi qu'ils disent. Et donc c'est la seule façon qu'on ait pour imposer, pour proposer des choses qui nous écoutent en fait. Malgré les réunions qui succèdent, le dialogue ne semble donc pas avancer entre les salariés et la direction. Une direction qui cherche désormais à expliquer aux salariés, mais aussi et sans doute surtout au public, pourquoi son plan social et le plan de relance qui l'accompagne sont indispensables. Le directeur général de l'équipe, Jean-Louis Pelé, a ainsi glissé au Figaro les conditions actuelles de travail des salariés, notamment un salaire moyen pour les journalistes de 4 900 € bruts. La situation semble donc bloquée, mais de nouvelles réunions sont prévues dans les jours à venir pour tenter de trouver un terrain d'entente. Sport toujours, la situation est tout aussi tendue entre la Ligue de football professionnel, la LFP, et Canal+. On vous en parlait hier, le groupe a fait savoir qu'il voulait rendre ses droits de diffusion, mais la Ligue lui conteste cette possibilité. Et le temps presse, la chaîne Téléfoot devrait fermer à la fin du mois et Canal+ ne souhaite plus diffuser les matchs. Il faut donc trouver une solution. Canal+ veut un appel d'offres, la Ligue souhaiterait une consultation de marché, un processus moins contraignant. Qui peut y participer? Qui peut y répondre? Selon le directeur de l'Observatoire du Sport Business, Vincent Chaudel, tout dépendra de la manière dont les lots seront définis. Je pense qu'on a fini l'ère de l'exclusivité, encore plus l'ère du diffuseur omnipotent, surtout si c'est un nouvel entrant. Du coup, je pense que qui peut être intéressé? Différents types d'acteurs. Je pense qu'il faut trouver des lots qui peuvent intéresser évidemment les télés payantes, mais aussi des télés gratuites. Pourquoi pas avoir une fenêtre de tir qui pourrait intéresser TF1, M6, France Télévisions. Ça peut être un match. Pourquoi pas avoir un lot dédié au GAFA? Parce qu'aujourd'hui, la faiblesse et aussi l'opportunité pour le football français, c'est ses droits internationaux. À 85 millions d'euros par an, les droits internationaux sont faibles. Donc les GAFA, ce qui peuvent les intéresser, c'est des droits internationaux. Uniquement les droits nationaux, c'est pas super intéressant pour eux. La Ligue envisage de convoquer un conseil d'administration d'ici la fin de la semaine pour valider le principe d'une consultation de marché. Allô, Place Beauvau, c'est fini. La plateforme de recensement des violences policières ferme ses portes après 2 ans. C'est le journaliste David Dufresne qui réalisait ce travail colossal qu'il a annoncé hier sur Twitter et il a expliqué à Louise Bernard pourquoi il en était arrivé là.
Le but d'Allo Place Beauvau au départ, c'était de provoquer le débat. Le débat sur la place de la police, sa nature, son rôle dans la société. Aujourd'hui, le débat, il est partout. On aurait pu continuer à faire des signalements, mais l'idée, c'est d'essayer de nourrir le débat d'une autre manière, par d'autres méthodes, par d'autres moyens. Et puis aussi, très clairement, il y avait une fatigue qui était accumulée. Et enfin, il y avait l'idée très importante pour nous, qui est de dire qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres voix, d'autres visages, d'autres perspectives, d'autres ambitions qui s'expriment sur ces questions-là. Donc voilà, on passe le relais. Alors cet appel reste pour le moment sans réponse. Allo Place Beauvau avait été lancé lors des manifestations des Gilets jaunes où les violences policières ont été nombreuses et le journaliste n'avait jamais arrêté de les compiler et de les vérifier. Au total, 993 actes de violences policières ont ainsi été répertoriés. Une tâche d'une ampleur monumentale qui l'a surpris. Pas une seconde, j'imaginais que ça allait durer 2 ans. Pas une seconde, vous pensez bien que j'imaginais que pendant les 6 premiers mois, c'était du 7 jours sur 7 avec parfois des nuits extrêmement courtes. Il y avait des week-ends où je recevais des centaines, voire des milliers de notifications. Donc il fallait vérifier, il fallait s'assurer de la véracité de tout ça. David Dufresne au micro de Louise Bernard. Tout à fait autre chose, Elie Semoun en colère. L'humoriste dénonce, je cite, la tyrannie de la bêtise. Il dit avoir été censuré sur Instagram. Il avait publié le 2 janvier dernier une vidéo de vœux pour 2021 un peu particulière. Vidéo supprimée 10 jours plus tard, republiée dans la foulée, puis resupprimée pour cause de discours ou de symboles haineux. Dans le sketch, Elie Semoun s'excusait en avance auprès de plusieurs communautés pour les blagues douteuses qu'il pourrait faire tout au long de l'année, histoire d'être déjà paré contre toute polémique. Et il concluait avec cette phrase: voilà, salut les PD, oh pardon, je m'excuse auprès de la communauté homosexuelle. Fin de citation. Agacé, Elie Semoun a avoué ne plus rien comprendre à ce qu'il qualifie d'époque de coincés, de psychorigides et de crétins qui prennent tout au premier degré. Mais il a assuré que cet épisode ne changerait rien à son travail et qu'il continuerait à publier ce qu'il veut. Une première dans l'histoire de L'amour est dans le pré, générique. L'émission accueillera sa toute première agricultrice lesbienne la saison prochaine. Les téléspectateurs découvriront dès le mois prochain le portrait de Delphine, 47 ans, arboricultrice bio qui espère trouver l'amour grâce à l'émission phare d'M6. Ses prétendantes pourront ensuite lui envoyer du courrier. Delphine est donc la première lesbienne à tenter sa chance dans l'émission de Karine Le Marchand. Mais L'amour est dans le pré avait déjà ouvert ses portes à 3 agriculteurs homosexuels. Guillaume en saison 10, Thomas en saison 13 et plus récemment Mathieu lors de la 15e saison. M6 toujours, un générique toujours, Top Chef qui va s'adapter aux restrictions sanitaires. La fameuse épreuve de la guerre des restos aura lieu en click and collect selon le HuffPost. Lors de cette épreuve, vous le savez sans doute, 3 équipes doivent relooker un restaurant, imaginer un nouveau menu et le servir au jury et à des clients. Impossible en temps de Covid. Le menu sera donc prévu pour être servi dans des emballages jetables et transportés. Les clients dégusteront donc leur repas hors des murs et désigneront ensuite le meilleur restaurant de la soirée. Merci beaucoup Charles Decamp, bon appétit, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. D'ici là, l'actu des médias, vous pouvez la retrouver dans la newsletter médias d'Europe 1. C'est chaque jour, c'est gratuit. Rendez-vous pour vous inscrire sur le compte europe1.fr.